C'est sur cette colline dominant la ville d'Issy-les-Moulineaux que se dressait autrefois le fort d'Issy, dont on aperçoit encore les murailles. Aujourd'hui s'y dressent des immeubles modernes et des espaces verts, mais seul reste comme présence militaire la Direction générale de la Gendarmerie nationale qui a pris ses quartiers dans l'un des bastions préservés. Afin de mieux comprendre ce qui s'est passé ici il y a 150 ans, je vous propose maintenant de rejoindre le centre culturel où un mur mémoriel relate de façon interactive l'année terrible, comme l'appelait Victor Hugo. Le centre culturel a été baptisé Le Temps des Cerises, en hommage à la chanson emblématique de la Commune de Paris, écrite par Jean-Baptiste Clément, et le merle moqueur de la chanson, que l'on peut admirer face à l'entrée, a été réalisé par l'artiste Christian Renoncia, qui a utilisé quelques-uns des 3000 boulets de canon retrouvés lors des travaux de rénovation. Dans les bâtiments du Temps des Cerises, ce sont les anciennes casemates du fort d'Issy qui ont été restaurées et transformées en médiathèque. Les casemates étaient les abris où il fallait se rendre pour se protéger des attaques. Depuis le début du XIXe siècle, Paris est une ville fortifiée par une enceinte longue de 33 km et bordée d'un fossé de 15 mètres. 17 portes la jalonnent, renforcées par 94 bastions. 16 forts, situés entre 3 à 8 km de la muraille, forment une première ligne défensive. Parmi eux, le fort d'Issy. Comme il protège la partie la plus faible de l'enceinte, il est la première cible des envahisseurs. En septembre 1870, la France est envahie par les Prussiens qui se précipitent sur le fort d'Issy avec des bombardements incessants. Les conditions de vie pour les soldats défendant le fort sont très rudes. Ils doivent lutter contre le froid, la saleté, la pénurie. Au dehors, les combats s'intensifient. Paris subit un siège terrible jusqu'en janvier. C'est l'un des hivers les plus rigoureux du siècle. Les Prussiens bloquent l'économie et l'approvisionnement alimentaire. On mange du rail, même les éléphants du jardin des plantes. La plupart des locataires sont au chômage et ne peuvent plus payer leur loyer. Un moratoire des dettes est prononcé par le gouvernement républicain dès l'invasion prussienne. Mais il est abrogé 4 mois plus tard par l'Assemblée nationale ainsi que la suppression de la solde des gardes nationaux. Ces décisions frappent de plein fouet une masse d'artisans, d'ouvriers et de petits patrons que la guerre a réduits au chômage et à la misère. La révolte gronde à Paris et le gouvernement décide de mettre fin aux hostilités. La France a perdu la guerre. Le 18 janvier 1871, la création de l'Empire allemand et l'accession au trône du Kaiser Guillaume Ier sont proclamées dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. 10 jours plus tard, l'armistice est signé. L'Allemagne annexe l'Alsace et une partie de la Lorraine. L'armistice prévoit aussi la remise à l'armée allemande de tous les forts constituant la défense extérieure de Paris ainsi que leur armement. Pendant 2 mois, les Prussiens occupent ce qui reste des bastions du fort d'Issy. Durant cette période, la population s'allie à la garde nationale de Paris qui s'oppose à l'armée du gouvernement d'Adolphe Thiers et ne veut pas rendre les armes. C'est l'insurrection. Dans la nuit, le gouvernement et son armée s'enfuient à Versailles. Un conseil communal s'installe à l'hôtel de ville sous le nom de Commune de Paris. Les fédérés intègrent le fort d'Issy qui redevient le théâtre de bombardements menés cette fois-ci par les batteries versaillaises installées sur les hauteurs de Meudon. Louise Michel, surnommée la Vierge Rouge, y manie les armes auprès des fédérés et des communards. Elle raconte, dans son Histoire de la Commune, qu'elle passe une bonne partie du temps au fort d'Issy avec les artilleurs. Elle décrit le chemin tout fleuri de violettes qu'écrasent les obus et les femmes avec leurs drapeaux rouges percés de balles qui saluent les fédérés. Un journaliste écrit que dans les rues d'Issy, les balles sifflent semblables à un bourdonnement d'abeilles. Le curé de l'église raconte avec tristesse le bombardement de sa paroisse, les meubles du presbytère passés par les fenêtres et pulvérisés, et son jardin ravagé par des trous à enterrer des chevaux. Malgré leur résistance qui durera plus d'1 mois, les fédérés sont contraints d'abandonner le fort qui n'est plus qu'un champ de ruines.
Le dernier homme, un capitaine, dira qu'il a dû quitter cette ruine que le bombardement rendait intenable. Quand le lendemain le fort est atteint par les Versaillais, il est vide. Le village est enfin abandonné par ces derniers insurgés, laissant entre les mains des Versaillais un grand nombre de prisonniers. Quand le fort est atteint par les Versaillais, l'officier Eugène Henbert est là pour témoigner. Le fort d'ici ne tirait presque plus car nous étions maîtres de l'église et d'une partie du village. Vers 10 heures du matin, le fort paraissait inerte. Rien ne remuait plus derrière ses plongées. On voulut connaître la cause de cet étrange silence. Le fort était vide. Une plaque située à l'entrée du fort rend hommage aux gardes nationaux tombés du 3 avril au 13 mai 1871. Au cimetière se dressent 2 monuments aux morts. Le premier honore les soldats français morts au champ d'honneur en 1870-71. Le second est dédié à 4 gardes nationaux tués en janvier 1871, messieurs Dufour, Legru, Hervieux et Duval. Un riche programme d'animation vous est proposé à Issy-les-Moulineaux. Plusieurs expositions dont L'année terrible, 1870-71, regard croisé, au musée français de la carte à jouer, des conférences, des podcasts et autres animations vous seront proposées jusqu'à l'été à Issy-les-Moulineaux. Tout le programme est disponible sur le site internet de votre ville, issy.com.